Antenne, nous serons en compagnie de l'économiste Edmond Kuaté. Bonjour. Bonjour Monique. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. Merci pour l'invitation. Alors, mesdames, messieurs, avant d'aborder les sujets relatifs à l'augmentation du stock de la dette du Cameroun, les mesures gouvernementales pour contrer les effets de la guerre russo-ukrainienne sur l'économie camerounaise, le décret du chef de l'État qui fixe le cadre normatif de la police municipale au Cameroun, sans oublier le buzz autour de l'éclaircissement de la peau. Nous vous proposons cette série de faits de société. 21h, des délinquants urbains cagoulés brandissent des machettes. Ils viennent de décréter le règne du chaos au quartier d'Okbon-Zachman. Je vois comment ils sont sortis les machettes et ils sont prêts pour l'argent. Je vais mettre tous mes sacs que je vends avec. Surtout les gars qui donnaient tout, avec les machettes, tout. Ils sont sortis, quand un peu, c'est un peu de dire que mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que nous, donc seulement tout, on n'a pas les toilettes données. Là, ils ont ressorti le coup, la machette, ils m'ont mis dessus et tout. Et comme l'éclair, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils avaient les machettes, ils ont agressé les clients, ils ont cassé certains trucs pour ramasser l'argent de mon vendeur de soya. Une manœuvre éclair. Dans ce grand désordre, les plus téméraires accrochés à leurs biens s'en sortent avec des blessures. D'aucuns soumis au supplice. Au moins ces 5 gars m'ont mis la machette au niveau du cou. Ils m'ont dit donne tout. Donc j'étais obligé de donner tout ce que j'avais sur moi. Ils ont arraché le sac que ma femme avait. Ils ont arraché le sac. Il avait peut-être 60 000 dedans. Ils sont partis avec. Ils ont traîné même au sol. Ils veulent même couper ma main si je ne tends pas l'argent là. Des milliers d'habitants pris à l'étau de la barbarie. Un spectacle qu'on ne souhaite plus revivre. Nous ne sommes plus en sécurité. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de tout faire pour vraiment veiller à la sécurité de tous ces contribuables. Ce matin, certains commerçants, malgré la peur, ont réouvert. D'autres ne se sont pas encore remis du traumatisme. Selon le commandant de la brigade de Ndokbon, 3 suspects ont été interpellés. Djenabou est saine et sauve grâce au 5e bataillon d'intervention rapide. Elle était la monnaie d'échange de ses ravisseurs après la fuite de son père, lui aussi pris en otage le 6 août dernier. Il est revenu, il a dit que viens, comme ton père a te dit, toi et ta malade jusqu'à en route. Il a cherché à me violer. Il n'a pas réussi. Amadou Yero a été kidnappé aux alentours de 1h du matin, dans sa demeure au village Mapalan, dans l'arrondissement de Belel. Traîné à plus de 8 km de là, il va se défiler après un moment d'inattention de ses bourreaux. L'on parle de 2 individus dont l'un portait une arme de type AK-47. Ce dernier sera neutralisé par le BIR. Après une bagarre avec mes ravisseurs, j'ai eu la chance de m'échapper. Pendant que je me reposais après une course folle, ils m'ont dévancé au village et ont pris ma fille. De retour au village, j'ai cherché ma famille, mais tous avaient pris fuite. C'est dans cette zone, il y a quelques mois, que le psychopathe de Belel avait fait 7 victimes. En plus des traits physiques, le preneur d'otages abattu s'appelle également Youssoufa. Coïncidence? Les militaires, quant à eux, font table rase de ces conjectures et poursuivent la traque du tueur de Belel. Près de Tignières, cette fois, au village Louguéré-Diaro Bello, les éléments du BIR en ratissage, après exploitation de 4 otages libérés, sont tombés le 28 juillet dernier sur un groupe de 4 ravisseurs. Un va rendre gorge après un échange de civilités. À Belel comme à Tignières, le BIR s'est saisi d'armes lourdes, des chargeurs, près de 200 munitions. Les ex-otages avaient toutefois déjà payé plus de 7 millions de rançons. Edmond Kuaté, que ce soit des prises d'otages dans la partie septentrionale du Cameroun ou le phénomène de grand banditisme dans les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé, c'est dire que l'insécurité est sous notre nez, décidément. Oui, disons qu'il y a plusieurs catégories d'insécurité. Il y a une insécurité qui relève de ce que nous appelons aujourd'hui un peu le terrorisme, c'est-à-dire vous avez par exemple le phénomène du Boko Haram, qui, Dieu merci, grâce aux mesures fortes qui ont été prises, ont été contenues, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en dehors de quelques petites incursions que nous observons de manière sporadique dans certaines parties, n'est-ce pas, de l'extrême nord, le phénomène Boko Haram, on peut le dire qu'il est derrière nous.
Maintenant, à côté de cela, vous avez ce qu'on appelle le grand banditisme, notamment les coupeurs de route et les preneurs d'otages et autres. Ça, par contre, c'était un autre phénomène qui, ma foi, malgré la bonne volonté, je vais dire que, n'est-ce pas, nos forces de défense, de sécurité ont pour pouvoir combattre, c'est un phénomène qui est à la fois insidieux parce que, vous savez, c'est des gens avec qui vous pouvez vivre au quotidien. Oui. Vous pouvez échanger à longueur de journée, mais après, à un moment donné, vous ne savez pas à quel moment, n'est-ce pas, ils se déguisent, ils prennent, n'est-ce pas, je vais dire l'autre visage, la peau du loup, et puis ils s'en vont perpétrer un certain nombre d'actes. Et à cela, nous ne pouvons qu'encourager, n'est-ce pas, je vais dire la politique sécuritaire, n'est-ce pas, conçue sur le plan macro pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre ces phénomènes-là. Mais il faut dire qu'il y a une autre dimension d'insécurité, c'est celle à laquelle nous assistons dans des grandes métropoles au jour d'aujourd'hui avec, n'est-ce pas, dans la ville de Douala notamment, ce phénomène qui a été baptisé les microbes, c'est-à-dire ce sont ces petits garçons, ces jeunes garçons dont la tranche d'âge varie entre 12, peut-être 24 ans, 25 ans maximum, et qui, n'est-ce pas, s'arment de machettes, de tout ce qui peut être contondant, tranchant et autres pour pouvoir dépouiller, n'est-ce pas, en groupe. Et généralement, ils organisent, je vais dire, des agressions massives dans certains quartiers. Ils choisissent des quartiers. Et de façon sporadique. De façon sporadique surtout, et puis ils y opèrent. Par contre, je crois que cette catégorie peut être combattue. Mais là, ça va demander un peu de cynisme. Et vous savez, nous sommes dans des sociétés où la sensibilité ou alors l'emballement émotionnel est tel que si on prend un certain nombre d'actes, je me souviens à une époque, Douala avait connu une insécurité. Commandement opérationnel, vous vous rappelez ? Et je crois qu'avec, n'est-ce pas, la politique qui avait été mise en place par le général Mpaï, approuvée au plus haut niveau de la hiérarchie, on avait réussi à contenir le phénomène. Avec beaucoup de bavures aussi. Avec beaucoup de bavures. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il faut tenir compte de cette dimension émotionnelle. Il faut tenir compte de tout ça parce que ce sont nos enfants, ce sont les enfants de la société. Et donc, quels que soient les moyens qu'on veut bien utiliser pour les combattre, il faut mettre une dimension humaine là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne va pas les traiter comme des canards sauvages, malgré qu'eux, ils traitent les autres comme des canards sauvages, parce que lorsque vous venez avec des machettes et tout ce que vous avez pour dépouiller des gens, c'est sans considération aucune. Mais je vais dire que je pense qu'il faudrait mettre un peu d'accent là-dessus, au moins pour réduire, à défaut de juguler totalement le phénomène, on peut au moins, n'est-ce pas, le réduire. C'est-à-dire mettre des moyens à la fois, n'est-ce pas, d'intelligence, c'est-à-dire du renseignement, pour pouvoir localiser ces enfants, parce que quoi qu'on dise, même si ce sont des enfants de la rue, ils dorment quelque part. Et donc, par des moyens de renseignement, on peut réussir à les localiser, on peut réussir à leur mettre la main dessus et puis les mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup Edmond Kuaté. Cette semaine, entre buzz et problèmes de santé publique et la polémique enfle autour des produits éclaircissants commercialisés sous plusieurs formes au Cameroun. Vous vous souvenez, ce reportage qui a été réalisé par des confrères d'une chaîne étrangère et depuis lors, l'opinion est engagée dans des débats sur le caractère nocif de ces produits utilisés pour le blanchiment de la peau. Et le ministre en charge de la Santé s'en est mêlé pour appeler les uns et les autres à rester sur le qui-vive, car la manipulation de ces produits est encadrée par la loi. Reportage de Daniel Anissé-Boudjé. C'est devenu un élément très prisé en mode au Cameroun. Des produits éclaircissants ou décapants. Leur commercialisation est faite sur toutes les formes. Lait de toilette, ampoules buvables, injectables et même du thé. Seulement, ils sont pour la plupart mis sur le marché sans les préalables requis par la réglementation. Passés par les tests du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, l'ANACOM par exemple. Lorsque vous avez une unité de production, il faudrait que lorsque le produit il est disponible, avant sa mise sur le marché, qu'il passe par un processus de validation. Le LANACOM n'autorise pas les produits éclaircissants au Cameroun. Et lorsqu'on contrôle la qualité d'un produit, on émet un certificat d'analyse conformément aux normes requises, qui sont des exigences du marché pour la protection de la santé publique des populations. Après l'ANACOM,
Le circuit idéal prévoit une validation à l'Agence des normes et de la qualité avant commercialisation. Avant même la norme, c'est-à-dire qu'il y avait des dispositions prises par le ministère de la Santé qui demandaient que tout produit importé, fabriqué à partir du Cameroun, fasse l'objet d'un bulletin d'analyse au laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise, qui est un établissement public administratif camerounais. Sur le marché, les commerçants se contentent des documents présentés par les fournisseurs. Au Cameroun, c'est certifié par la norme. Quand quelqu'un vient nous présenter son produit, il vient avec ses papiers, il est autorisé de mettre ses produits en valeur sur le marché. Oui, et avec ça, on essaie de faire avec. Les experts partagent tous ou presque l'idée de la nocivité de ces produits en bon marché au Cameroun. Alors, Edmond Kouyaté, plus clair, plus belle, c'est une appréhension qui a permis de faire prospérer les produits éclaircissants au Cameroun, l'industrie des produits éclaircissants au Cameroun. Comment en est-on arrivé là? Pensez que plus belle, ou alors plus clair, on est soit plus beau ou plus belle? C'est un phénomène qui est culturel. Un phénomène qui est aussi vieux que le monde, il faut le dire. Je suis un peu surpris de constater qu'il y a une hypocrisie qui encadre cela. Les gens font comme s'ils le découvrent depuis le reportage fait par vos confrères. Non, je ne crois pas que ce soit ça. C'est un phénomène qui est culturel et même, je dirais, un peu anthropologique. Mais il faut savoir que ça fait partie des tares et des avatars rédhibitoires de notre, de notre émiettement culturel. C'est-à-dire, on nous a appris à nous régner nous-mêmes. On nous a appris, ça fait partie de tous ces éléments, n'est-ce pas, de négation de notre identité. Malheureusement, on croit que tel que Dieu nous a créés, nous ne sommes pas beaux comme ça. Il faudrait qu'on ressemble à ceux qui nous ont colonisés pour être beaux. C'est un peu comme chaque fois que nous pensons que pour que ce soit bien, il faut que ça vienne de chez les autres. C'est un peu ça. Et finalement, nous avons tellement ancré cela en nous que nous pensons que la peau mélaninée que Dieu nous a donnée n'est pas bonne. Nous ne sommes pas beaux dans cette peau. Et pour nos sœurs qui, n'est-ce pas, se livrent à ces pratiques, elles sont convaincues que tant qu'elles ne sont pas claires, tant qu'elles ne sont pas brillantes, n'est-ce pas, elles n'ont pas une peau voisine à celle, n'est-ce pas, Il n'y a pas que nos sœurs, Edmond Kouyaté, il y a même des hommes qui se décapent la peau. Malheureusement. Il y a même de très hautes personnalités qui se décapent la peau. Si c'est un problème culturel, c'est un problème d'intellect, on pourrait le comprendre pour l'homme de la rue ou pour quelqu'un qui vit quelque part dans un quartier perdu, mais... à un certain niveau de la strate sociale. Je suis d'accord avec vous pour dire que ça a quelque chose de choquant. Ça a quelque chose de choquant parce que, et voyez-vous, il n'y a pas que ces phénomènes qui choquent. Parce que à chaque fois que vous avez des personnes qui sont supposées inculquer, n'est-ce pas, être des parangons en matière d'éducation, en matière, de culture, mais quand ce sont ces personnes qui versent dans certaines déviances, vous voyez, ça a quelque chose d'extrêmement choquant. Et donc, pour être d'accord avec vous, que ce soit nos sœurs ou alors ces hommes-là qui pensent que pour exprimer leur beauté, il faut se dénaturer, il faut se renier, il faut ne plus être soi-même, il faut être voisin, n'est-ce pas, de nos bourreaux. Je les appelle comme ça parce que pour moi, le colon, c'est mon bourreau. Et donc, il faut être voisin, n'est-ce pas, de leur peau. Pour moi, ça me pose un problème. D'autant plus que ça ne pose pas qu'un problème, n'est-ce pas, d'éthique. Ça a également un problème sanitaire. Parce que ça s'accompagne d'un certain nombre de phénomènes. Parfois, vous avez vu, n'est-ce pas, ces personnes, je suis obligé de dire comme ça parce qu'il n'y a pas que les femmes, mais toutes ces personnes qui se livrent à ces pratiques, parfois, en défilant, n'est-ce pas, les fils d'actualité sur les réseaux sociaux, on vous expose des peaux, mais qui donnent envie de dégueuler complètement. Vous voyez des peaux complètement abîmées, il y a des cancers de la peau, et puis beaucoup d'autres Cancer de foie, diabète, etc. Alors, ce qui est beaucoup plus choquant dans l'autre phénomène, c'est que ce ne sont plus des solutions qu'on frotte sur la peau, mais ce sont des solutions qu'on ingurgite. Et quand je vois toutes ces substances-là, je me demande, mais mon Dieu, est-ce que
est-ce qu'on peut nous dire avec certitude, sans risque de se tromper, que ces substances-là, une fois ingurgitées, ne vont pas causer des problèmes dans l'organisme? Edmond Kuaté, il y a quand même un phénomène qui paraît paradoxal. Ce reportage d'Anissé Boudier, la parole est donnée à un fonctionnaire de la Nord, qui dit clairement que les produits éclaircissants sont prohibés au Cameroun. Mais depuis la nuit des temps, ça se vend quand même au Cameroun et on laisse faire. Pourquoi cette fois-ci on semble se comporter comme si c'était une surprise, c'était un événement carrément? Vous comprenez donc pourquoi je vous ai parlé d'hypocrisie qui entoure le phénomène, parce que tout le monde s'est réveillé comme si subitement on découvrait le phénomène. Pourtant, il est vieux chez nous. Les produits, je veux dire, même la personne dont les produits étaient précisément visés, elle fait la publicité tous les jours sur les réseaux sociaux sans que cela ne gêne personne. Et je me dis peut-être que au-delà, n'est-ce pas, de la dimension essentiellement sanitaire et morale de la chose, il me semble qu'on a tous subi là le diktat des médias mainstream, parce qu'il a fallu que ce reportage, je me pose la question, est-ce que si c'est Monique qui avait fait ce reportage, est-ce que ça aurait eu le même effet? Est-ce que ça aurait eu le même effet? Mais non, je ne pense pas, parce que ces produits-là se vendent dans nos marchés, et même dans des pharmacies, et même, je vais dire, dans des grands rayons. Tout le monde le voit, c'est au vu, au-dessus de tout le monde. Le ministre de la Santé ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant que le blanchiment de la peau est une pratique qui a libre cours au Cameroun. Tout le monde le sait. Et pour chuter, il faut quand même dire que quand vous regardez les statistiques, ça fait froid dans le dos. C'est 700 milliards de produits, n'est-ce pas, de blanchiment de la peau en Afrique. Un montant élevé par rapport à celui consacré à l'achat des livres. C'est tout dire. On ne va pas s'y attarder, c'est tout dire. Voilà. Les livres se vendent moins que les produits éclaircissants en Afrique. Voilà, on parle justement de la chute de l'euro avec ses effets sur les utilisateurs du franc CFA. Pour le cas du Cameroun, c'est 420 milliards de francs CFA qui vient de s'ajouter sur l'encours de la dette au Cameroun. Elle est chiffrée en moyenne à 35 milliards depuis 8 mois exactement. Reportage avec des précisions et nous revenons derrière avec les explications de l'économiste. C'est depuis le mois de janvier 2022 que la dette extérieure du Cameroun a pris une courbe ascendante. C'est qu'à partir de la même période, la valeur de l'euro connaît une chute accélérée face au dollar américain. Le recul est d'1,5%. Le franc CFA, adossé à l'euro, subit de facto un effet de contagion. Le stock de la dette a ainsi augmenté de 420 milliards de francs CFA, soit plus de 11,2% selon la Caisse autonome d'amortissement. De l'avis d'experts, la situation est aggravée par la prépondérance du dollar américain dans les échanges mondiaux. Il se passe malheureusement que lorsque nous vendons à l'international, c'est en dollars. En même temps, lorsque nous mobilisons des financements à l'international auprès de la JICA, Japan International Cooperation Agency, auprès de la COICA, auprès de US Exim Bank, c'est-à-dire la banque d'import-export américaine, la banque import-export chinoise, la banque import-export indienne, toutes ces dettes pour la plupart du temps sont libérées en dollars. Et il se passe donc que si la contre-valeur augmente, par voie de conséquence, il nous faudra un peu plus de francs CFA pour acheter ces dollars. Parmi les issues de secours avec le franc CFA, il y a des hypothèses orientées vers son compte d'opération logé au Trésor français. Si la France utilisait ce franc CFA, on aurait demandé à la France de rembourser, de négocier même pour que nos dettes à l'international soient libérées en franc CFA. Or, la France émettrice du franc CFA, ne l'utilisant pas. Donc, tout le monde entier, on utilise toutes les monnaies possibles, mais sauf le franc CFA. Par voie de conséquence, on est donc en grande difficulté. Si la France avait réussi quand même de faire en sorte qu'elle aussi va utiliser le franc CFA, parce que frapper à chamalière en France, on demanderait donc à la France de nous apporter cette caution qu'elle dit très bien nous apporter, en faisant en sorte que la dette vis-à-vis par exemple des Indiens soit libérée en francs CFA, la dette vis-à-vis des Chinois soit libérée en francs CFA, la dette vis-à-vis des Américains soit libérée en francs CFA. Par voie de conséquence, il y aurait donc cette parité fixe telle que si la dette au lieu de 666 millions de dollars est libérée par exemple à 450 milliards de francs CFA. La dépréciation de cette monnaie est attribuée entre autres à la guerre en Ukraine et la flambée des cours mondiaux du brut sur le marché international. La dette du Cameroun avoisine désormais près de 12 000 milliards de francs CFA.
Kouyaté, pour revenir sur la décote que subit l'euro et ses répercussions sur les pays de la zone CFA, n'est-ce pas l'occasion peut-être de repenser la coopération avec Paris, notamment pour ce qui est de cette utilisation du franc CFA? C'est l'occasion plus que jamais, c'est quelque chose que nous demandons depuis toujours. Parce que les implications sont énormes, énormes. Et dans plusieurs de mes sorties, j'ai toujours été péremptoire de dire qu'il n'y a aucune perspective de développement avec la monnaie CFA. Je suis péremptoire là-dessus et j'attends toujours que quelqu'un me demande le contraire. Le contraire. Et vous aurez toujours, n'est-ce pas, des phénomènes comme cela. Ça veut tout simplement dire que quoi? Vous avez très bien, la CA vous a fait comprendre qu'on a connu, n'est-ce pas, une augmentation de notre dette de 420 milliards. C'est une dette transactionnelle, tout simplement. Parce qu'il y a plusieurs types d'endettement. Il y a l'endettement contractuel, il y a l'endettement fonctionnel. Mais maintenant, avec ce problème de l'euro, vous avez affaire à une dette transactionnelle. C'est-à-dire que parce que le dollar s'apprécie fortement par rapport à votre monnaie, à votre devise référentielle qui est l'euro, et que l'euro connaît des décotes, et donc votre monnaie qui est en parité fixe avec l'euro subit un effet mécanique, et dans les transactions maintenant, vous perdez beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si vous achetiez avant $1 à 500 francs, désormais, il vous faut peut-être 680 francs pour acheter le dollar. Et puisque toutes les transactions à l'international, que ce soit, n'est-ce pas, l'achat du pétrole que nous achetons, nous importons beaucoup, ou l'achat des autres biens dont nous dépendons fortement pour notre consommation domestique, tout ça, ça se libelle en dollars. Et donc, forcément, c'est dans les transactions, n'est-ce pas, que vous prenez, que vous vous endettez. Ou alors que votre dette, n'est-ce pas, prend du volume. Donc c'est un endettement transactionnel lié tout simplement à l'utilisation du CFA. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que ce problème préoccupe plus les activistes que les hommes du gouvernement, les politiques? Alors, est-ce que ça ne les préoccupe pas? Je ne pense pas que ça ne préoccupe pas les hommes du gouvernement, mais... Donc on ne sent pas qu'il y a un changement, quelque chose qui bouge dans ce sens-là? La réalité, la question qu'il faut se poser, quelle est leur marge de manœuvre sur ce problème? Est-ce qu'ils ont une véritable marge de manœuvre? Est-ce qu'ils peuvent, de manière, je vais dire de manière spontanée, est-ce qu'ils peuvent se lever et prendre une décision sur le CFA? Parce que le CFA n'est pas qu'un instrument monétaire. Ce n'est pas qu'un instrument économique, c'est un instrument géostratégique. Ça, il faut le connaître, qui permet à la France de maintenir sa zone d'influence dans le pré-carré, dans ce qu'on appelle pré-carré français. Moi, je ne sais pas ces termes-là. Aujourd'hui, on parle de souveraineté des États indépendants. L'indépendance, ou tout au moins politique, si elle existe, a été prononcée depuis 1960 quand même. Ouais, c'est une illusion que nous entretenons tous. Et nous confortons tous dans cette illusion-là. Mais moi, il y a longtemps, j'ai cessé de me bercer dans cette illusion de croire que nous sommes souverains. Les éléments constitutifs de la souveraineté reposent sur un trépied qu'on appelle, n'est-ce pas, le triangle de souveraineté, c'est-à-dire la diplomatie, la monnaie et la défense. Voilà les éléments constitutifs de la souveraineté. Si vous ne pouvez pas être souverain sur ces éléments-là, vous n'êtes pas souverain. Et donc, ça ne sert à rien de clamer. La souveraineté, elle n'est ni déclamatoire, ni décrétale. On ne décrète pas la souveraineté. On met en place les éléments de la souveraineté et on les défend. Lorsque vous voyez des États qui mettent beaucoup de moyens, vous voyez par exemple un pays comme la Russie aujourd'hui, qui engage et les hommes et des moyens et du matériel à aller cramer comme ça, c'est pas de la folie, c'est parce qu'il estime que, ou alors c'est parce que la Russie, elle estime que sa souveraineté est menacée. Elle n'a même pas encore dit entamée, mais elle est menacée. Donc il évite même qu'on ne touche à sa souveraineté. Et donc il ne s'agit pas de manière déclamatoire de dire je suis souverain, Il faut mettre en place les éléments de la souveraineté. Et tant que nous n'allons pas véritablement mettre en place cet outil monétaire de manière souveraine qui nous permette d'avoir une identité internationale. Qu'est-ce qui nous empêche ? C'est pour ça que je vous ai dit c'est un élément géostratégique, ce n'est pas qu'un élément de politique nationale. Si c'était un élément de politique nationale, je suis sûr qu'il y a longtemps, ne serait-ce que par la pression des activistes, comme vous le dites, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'activisme autour de cette question, je suis sûr que ça aurait déjà bougé quelque part. Mais il faut comprendre que l'outil, le levier, n'est-ce pas, de cet élément-là est
s'appuie beaucoup plus sur l'exogène que sur l'endogène. Et quand je dis l'exogène, ça veut dire que c'est le propriétaire du franc CFA, parce que nous ne sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des utilisateurs. C'est le propriétaire du franc CFA. Comparaison n'est pas raison. Ouais. Certains pays anglo-saxons ou lusophones, je prends le cas du Ghana, je prends le cas du Kenya, le Nigeria, les pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, et ainsi de suite. Ces pays ont battu leur propre monnaie. Pourquoi pas les pays francophones? Qu'est-ce qui bloque? Ben, écoutez, le franc CFA a été mis en place en 1945 par M. de Gaulle. Et il était en train de rebeloter un système, n'est-ce pas, de spoliation qui avait été pensé par, n'est-ce pas, l'Allemagne nazie, pas l'Allemagne de Hitler. Ouais. Parce que lorsque Hitler a envahi la France, il a la préoccupation majeure de siphonner l'ensemble des biens de la France. Alors, il jette son armée, n'est-ce pas, à l'assaut de la France pour piller, n'est-ce pas, les trésors français. Son conseiller économique, à l'époque, lui dit, écoute, c'est pas la peine de mettre l'armée, d'utiliser la gendarmerie, la police, pour aller les piller. On va mettre en place un système monétaire qui va faire que leur travail sera le nôtre, leur production sera absorbée par nous, nous allons siphonner tout ce qu'ils vont produire, tout ce qu'ils vont travailler. Et il a mis en place ce qu'on appelait la monnaie nazie. C'est ça qu'il a appliqué en France et ça a marché. Et donc lorsque M. de Gaulle a vu comment cela a marché avec perfection et comment l'Allemagne a réussi à siphonner, à spolier la France à perfection avec cet outil, n'est-ce pas, de monnaie nazie, il a rebeloté ça ici. Il est donc venu en 1945, il a créé donc le franc CFA qui à l'époque c'était le franc des colonies françaises, n'est-ce pas, il a créé ça et donc il a mis ça en place et à l'époque, il faut le dire, en 1945, il était défini que nous allions déposer l'ensemble de nos réserves d'échange dans le trésor français et il allait donc imprimer ce que vous appelez CFA, qui pour moi n'est que du papier colorié, pour nous donner, sans que nous ayons des richesses, ce n'est pas de la valeur, c'est un outil d'échange, tout simplement. Le CFA n'est pas de la valeur, parce que la monnaie, c'est d'abord une valeur. Alors, nous n'avons pas de valeur, nous avons un outil d'échange uniquement. Comme vous pouviez utiliser n'importe quoi, même les coris que nos parents utilisaient, sans que cela ne soit une valeur. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il a donc mis ça en place et progressivement, ça a évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de déposer 50% de nos réserves d'échange. Nos réserves d'échange, c'est quoi? C'est le produit de la vente, le produit de nos exportations. Tout ce que nous vendons, nous devons laisser 50% parce que dans la structuration, ils ont dit que c'est à eux d'assurer la convertibilité de notre monnaie et donc il faut que cela soit garanti par cette réserve de change-là. Nous n'en avions vraiment pas besoin et donc pour dire tout simplement, le CFA a été pensé, mis en place pour spolier les États africains, permettre à la France d'avoir accès à nos matières premières sans payer, à vil prix, vraiment gratuitement. Alors, et par voie de conséquence, la France peut procéder à une ponction monétaire, à une injection monétaire à sa guise, puisque la manipulation de cette monnaie dépend de la France. Tout à fait, mais c'est ce qui se passe. Je dois vous rappeler que dans ce que vous appelez, moi je ne l'appelle pas comme ça, Banque centrale, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique, la BEAC, je dois vous rappeler que vous avez dans le conseil, au sein du conseil d'administration et dans les autres organes de gestion, vous avez des Français qui ont un droit de veto. C'est-à-dire que si vous voulez décider d'une politique monétaire pour votre macroéconomie qui ne sied pas aux intérêts de la France, ils peuvent dire non. Ils disent même généralement non. C'est pour ça que vous avez, dans toute la zone CFA, vous allez vous rendre compte que le ratio PIB-crédit n'a jamais dépassé 15%. Et je me suis toujours demandé, mais bon sang, comment est-ce que nous pouvons nous asseoir et penser que dans un pays où le ratio PIB sur crédit n'a jamais dépensé 15%, ça n'a jamais atteint 20%, comment est-ce que vous pensez que vous allez vous développer? Vous allez construire quoi avec un crédit inexistant? Vous allez créer de la valeur. Comment vous créez de la richesse avec quoi? Alors que dans des pays qui sont dits industrialisés, le ratio PIB sur crédit atteint les 200%. C'est pour ça que je peux vous dire une chose. Estimez-vous d'être plus riche que ces pays industrialisés? Pourquoi? Parce que le crédit à la consommation, par exemple, quand quelqu'un vous dit j'ai une maison, c'est qu'il est en train de payer sur 30 ans, il prend un crédit. Si quelqu'un vous dit j'ai un iPhone, c'est qu'il est en train de payer sur 2 ans, il prend un crédit. Si quelqu'un vous dit j'ai équipé ma maison, c'est qu'il a pris ça à crédit. Mais ici, quand quelqu'un dit j'ai une maison
de 30 millions, c'est qu'il a construit de ses poches. Quand quelqu'un vous dit j'ai une maison de 100 millions, c'est qu'il a construit de ses poches. Quand quelqu'un vous dit j'ai fait une usine, que j'ai mis une usine sur pied, c'est fonds propres. C'est sur fonds propres. Et donc comment que vous pensez véritablement que vous allez construire une société pareille? Ce n'est pas possible. Et donc le franc CFA, au-delà d'être un instrument monétaire, est d'abord une stratégie géopolitique pensée pour spolier et piller les États africains. Pour conclure, tant qu'on est dans le franc CFA, c'est pays pauvres. Non, c'est perspective de développement zéro. Ok, alors, il y a quelque temps quand même, Edmond Kouyaté, il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont entrepris de mettre sur pied leur monnaie, de battre monnaie. On l'a appelé l'écho. Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce que ça a produit? Mais j'avais dit à l'époque que c'était une entourloupe de deux personnages. La Côte d'Ivoire en faisait partie, et tout ça. C'était une entourloupe de deux personnages qui ont en réalité absorbé un projet qui était salutaire. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, vous avez deux zones monétaires. Vous avez l'UEMOA qui concentre, n'est-ce pas, l'essentiel des pays africains qui utilisent le franc CFA, et vous avez les CEDEAO qui est l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, vous avez ces deux blocs-là. Et donc, les autres pays de la CEDEAO, notamment le Ghana, le Nigeria, et le Nigeria qui est le géant économique de la région, avaient pensé que comme il y a eu une bonne intégration économique dans la zone CEDEAO, ils avaient pensé qu'ils pouvaient aller plus loin en ayant un outil monétaire unique qui pouvait faciliter leurs échanges et réduire les coûts transactionnels qu'ils opéraient entre les États membres. Et donc, ils ont pensé qu'il fallait créer donc une monnaie unique. Et donc, ils étaient en train de travailler sur les critères de convergence, parce qu'il y a plusieurs types de critères de convergence. Vous avez les critères de convergence techniques, vous avez les critères de convergence politique. Alors, ils étaient en train de travailler dessus jusqu'à ce que, comme ça, M. Macron et M. Ouattara décident de faire de l'éco-CEDEAO, l'éco-UEMOA. Ça n'a plus de sens, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont réduit l'éco qui était le projet de la CEDEAO, et qui est un projet qui est pensé depuis 1980. Mais par la CEDEAO, pas par l'UEMOA. Ils ont donc décidé de voler ce projet, excusez-moi le terme, mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont, n'est-ce pas, appelé le projet de la CEDEAO pour réduire à l'UEMOA, tout en ouvrant une perspective d'adhésion pour les autres pays de la CEDEAO. Évidemment, le Nigeria ne peut pas tomber dans ce piège-là. Le Ghana non plus ne pouvait pas tomber dans ce piège-là. Le Nigeria menace même d'ailleurs de sortir de la CEDEAO. Même dit, oui. Créé en 1975. Tout à fait. Il a dit, écoutez, moi, si c'est comme ça que vous allez piloter la CEDEAO avec de l'entourloupe, moi, je ne peux pas partir de mon indépendance parce qu'aujourd'hui, le Nigeria a sa banque centrale. Et le Nigeria a sa monnaie qui est tant bien que mal gérée. Ça fait de lui quand même aujourd'hui la première puissance économique, de l'Afrique. Le Nigeria ne peut pas accepter de sortir dans cette condition d'épanouissement économique pour aller rentrer dans une histoire où il va être à la solde de la France, du trésor français, qui va décider de tout. À l'époque, ils avaient essayé d'habiller ça, de maquiller ça avec, n'est-ce pas, certaines améliorations, ce que j'avais appelé à l'époque des réformes paramétriques, qui n'étaient pas des réformes structurelles de fond, qui permettaient, n'est-ce pas, aux États africains d'avoir une certaine indépendance monétaire. Et le Mali qui voudrait exprimer sa souveraineté, s'affranchir de la France en battant sa propre monnaie? Moi, je pense que le Mali a tout à fait raison. Vous savez, la plus grosse crainte aujourd'hui pour les États africains qui ont en partage le franc CFA, c'est de se demander comment est-ce que nous allons constituer les réserves de change pour créer notre propre monnaie. Parce qu'il y a deux façons n'est-ce pas, si vous voulez créer une monnaie. Soit vous devez avoir une valeur refuge qui est importante. La première valeur refuge, c'est de l'or. Et vous vous appuyez dessus en fonction de la valeur. Il y a beaucoup d'or au Mali. Effectivement. Soit vous avez des devises. Vous allez dans le panier, n'est-ce pas, dans un panier de devises, vous prenez la devise référentielle et puis vous constituez le stock, n'est-ce pas, en équivalent de ce que vous voulez constituer comme, n'est-ce pas, réserve de change. Et donc, à partir de là, vous pouvez donc créer, une monnaie locale. La difficulté pour les États africains, c'est de se dire, plus que dans le contrat qui nous lie à la France, il n'y a pas
une clause, n'est-ce pas, de rapatriement des fonds en cas de rupture de contrat. C'est-à-dire que si aujourd'hui le Cameroun dit « je ne me sens plus à l'aise dans le franc CFA », il n'y a rien qui oblige la France de rapatrier les réserves de change, n'est-ce pas, du Cameroun dans le compte des opérations vers le Cameroun. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité de revoir les dispositions des accords? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de rétroactivité. Ce qu'il faut même déjà dire, c'est que le franc CFA, techniquement, n'existe plus que de fait. Parce que le franc CFA est arrivé à terme en 2019. Le franc CFA est arrivé à terme. Le contrat qui lie les États africains au franc CFA, le contrat, il est caduc. Donc, il n'existe plus aujourd'hui que de fait. Alors, puisqu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative, je crois que c'est pour ça que personne n'arrive à prendre l'initiative, ni les États africains, ni la France elle-même. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut dire qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir créer une monnaie. Je ne veux pas revenir là-dessus, ici, c'est un peu plus technique, mais il y a une possibilité de le faire. Donc je crois que le Mali est sur la bonne voie, mais il faudrait que nous puissions soutenir le Mali parce que la pression, n'est-ce pas, exogène que le Mali subit est telle que si le Mali n'a pas le soutien nécessaire, ça va être un échec. Et cet échec deviendra le référentiel, n'est-ce pas, de la psychose des Africains pour dire, voilà le Mali qui a essayé, voilà ce qui lui est arrivé. Il vaut mieux même ne pas essayer du tout. Edmond Kuet, on assiste depuis plusieurs semaines à un rallye politico-diplomatique sur le sol africain. Ce sont les Français, ce sont les Américains, ce sont les Russes. Que peut-on attendre de ce rallye, de ce ballet diplomatique? Alors, l'Afrique est un enjeu stratégique pour les superpuissances. Du moins pour celles qui y sont déjà, notamment la France, qui considère beaucoup de pays africains comme son précaré. En attendant l'arrivée de la Chine ou de la Turquie aussi. Mais il faut le dire, ce fait a été beaucoup bousculé dans ce qui était jusqu'ici sa chasse gardée. Vous avez par exemple un pays comme le Cameroun où la prégnance, n'est-ce pas, de la France sur l'économie camerounaise, qui autrefois était de 40%, aujourd'hui est tombée à 10% et qui menace de chuter encore un peu plus. Pourquoi? Parce que le Cameroun s'ouvre à d'autres partenaires. Le Cameroun, n'est-ce pas, est dans une logique de multilatéralisme aujourd'hui. Et donc, dans le couplage économique, n'est-ce pas, le Cameroun s'adresse à d'autres acteurs en dehors de l'acteur historique qu'est la France. Paul Biya avait dit le Cameroun est la chasse gardée de personne. De personne, voilà. Tout à fait. Et donc c'est tout. Le Cameroun a le loisir aujourd'hui de s'adresser à qui il veut pour faire ce qu'il veut. Je veux dire, au moins, vous savez, sur le terrain géopolitique, je l'ai toujours dit, les valeurs de philanthropie n'existent pas. Ce sont des valeurs d'intérêt. De win-win. De win-win. Qu'est-ce que je gagne? Vous ne venez pas pour me faire des cadeaux. Vous venez prendre quelque chose. Mais en retour, qu'est-ce que je gagne? Et donc, c'est ce qui guide, c'est cette matrice qui guide un peu, je vais dire, l'ossature géopolitique du Cameroun ou alors diplomatique du Cameroun depuis un certain temps. Le Cameroun est à la quête des acteurs qui puissent lui permettre, n'est-ce pas, de tirer quelque chose, de gagner quelque chose, d'avoir quelque chose pour lui-même. Le Cameroun ne veut plus se retrouver dans cette logique où les gens viennent puiser, viennent prendre tout ce qu'ils veulent et en retour ne lui laissent rien, ou si ce n'est, n'est-ce pas, de la propagande, si ce n'est, je vais dire... Les aides au développement. Les aides au développement, ça c'est dépassé, ça c'est caduc. Mais sans toutefois dire... Quelle est la contrepartie? Oui, qu'est-ce qu'on a pris? Tout à fait. On parle très souvent des aides, mais on ne parle jamais de ce qui a été pris en retour. Effectivement. Donc vous, les gens qui vous chantent à longueur de journée, nous assistons l'Afrique, nous aidons l'Afrique, nous appuyons l'Afrique, nous avons des appuis budgétaires en Afrique, nous allons doubler l'aide au développement, mais depuis 60 ans, sans que des effets ne se traduisent sur le terrain, c'est-à-dire de manière concrète, vous ne voyez pas ce que ça apporte, n'est-ce pas? Et puis, les gens se fatiguent de ça. Et donc, au jour d'aujourd'hui, le Cameroun voudrait, dans chaque partenariat qu'il noue à l'international avec d'autres acteurs, savoir que voilà ce que je vais gagner. Et c'est pour ça que vous avez compris que dans un contexte géopolitique mondial assez difficile, où la Russie est en difficulté avec, n'est-ce pas, les occidentaux, le Cameroun ne s'est pas gêné d'aller renouveler, n'est-ce pas, des contrats, des partenariats qui existaient déjà avec la Russie. Et donc, je crois que ça a choqué un peu les Français. Quitte à subir des sanctions, comme l'a préconisé le chef de la diplomatie
européenne. Nous allons poursuivre dans cette émission en parlant justement du gouvernement qui recense les mesures qui ont été déployées pour juguler les effets de la crise russo-ukrainienne sur l'économie camerounaise. 5 membres du gouvernement ont fait une sortie mercredi dernier pour s'adresser aux hommes de médias. Delphine Fonkoutene, Serge Alain Ziebou, Constant Kamga pour les détails. Le pétrole est l'un des secteurs les plus subventionnés par l'État. 110 milliards de francs CFA en juillet dernier, contre 84 ou 70 milliards respectivement en juin et mai 2022. Ce qui permet à date de maintenir inchangés les prix du carburant et de gaz domestique. L'État devait débourser chaque jour au cours du mois de juillet 3 milliards 480 millions de francs CFA au titre de la subvention des prix à la pompe. Nous disons bien chaque jour. Les études en cours pour la réhabilitation de la Sonara incendiée en mai 2019 permettront à terme d'en tirer pleinement profit. Nous pensons construire désormais une raffinerie rentable qui va jusqu'à l'hydrocraquage, qui va permettre de raffiner notre propre produit. Loin du secteur pétrolier, des actions et projets mis en œuvre permettent également de garantir une sécurité alimentaire au Cameroun. Priorité à l'assistance alimentaire. Environ 35 millions de dollars pendant 3 années pour apporter une assistance alimentaire d'urgence à cette population. Le deuxième axe, c'est de reconstituer les moyens d'existence ou les moyens de production des agriculteurs des zones sensibles. Nous avons prévu pour cela 42 millions de dollars pendant 3 ans. Les céréales, intrants, restent disponibles sur nos marchés, bien qu'à des prix revus à la hausse. Le fruit d'autres mesures. Ces mesures pourraient être classées en 3 catégories. Il s'agit soit de l'octroi d'importantes subventions à certains secteurs d'activité ou produits, soit de mesures fiscalo-douanières, d'allègement, voire d'exonération des impôts et taxes à l'importation, soit enfin des mesures administratives ayant un impact sur la détermination des prix. Avec ces actions de résilience face à la guerre russo-ukrainienne, le gouvernement entend mettre les bouchées doubles afin d'améliorer les conditions de vie des Camerounais en prenant par exemple de nouvelles mesures permettant notamment à la ménagère de sourire une fois dans les rayons consacrés aux denrées de première nécessité. Eh bien, retour sur ce plateau avec vous, Edmond Kuaté, la récente sortie des membres du gouvernement pour expliquer les mesures qui ont été prises contre le phénomène des vies chères. Il y en a qui ont perçu cela comme une brise qui précède la tempête et d'autres qui restent quand même très optimistes. Comment expliquer ces 2 positions, ces 2 tendances ? Alors, il faut dire, quel que soit le prisme par lequel vous analysez, n'est-ce pas, les mesures du gouvernement, il reste que concrètement, les gens veulent voir ça, n'est-ce pas, se traduire, n'est-ce pas, sur le terrain. C'est-à-dire, les gens veulent savoir que, est-ce que le kilogramme de riz qui a pris 200 francs supplémentaires, est-ce que ça a diminué ? Ou alors, est-ce que, je vais dire, le litre d'huile raffinée est revenu à 1100 francs ? Est-ce que c'est revenu à 1100 francs ? C'est ce que les gens attendent. Ou augmentation du pouvoir d'achat des Camerounais. Par exemple, mais ça c'est autre chose. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec la manière dont notre budget est corseté, avec les contraintes, n'est-ce pas, budgétaires que nous avons, est-ce que le Cameroun a la possibilité, parce que j'ai bien compris que les gens ont tendu l'oreille du côté de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, pour, n'est-ce pas, entendre tout ce qui s'est dit. Je veux dire, il faut sortir de ces chemins-là. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai que ce serait quelque chose de... Moi-même, je le souhaite. Je souhaite qu'on augmente les salaires des gens même à 500 000 francs, même à 1 million de francs. Mais est-ce qu'on peut le tenir ? Il ne faudrait pas également qu'on dise aux gens, bon écoutez, désormais vous allez toucher 700 000 francs et que le premier mois on ne soit pas capable de payer. Je veux dire, quand vous prenez le budget du Cameroun aujourd'hui, 6 000 milliards, suivant, n'est-ce pas, la nouvelle ordonnance, l'ordonnance corrective du chef de l'État, on est passé à 6 000 milliards. Il faut comprendre que si vous prenez ce budget-là, vous avez près de 1 400 milliards de services de la dette. Vous avez après près de 1 400 milliards pour, n'est-ce pas, je vais dire, les salaires des fonctionnaires. Donc, il faut comprendre que seulement ces 2 postes-là absorbent la moitié. Et il faut également dire
que les perspectives de collecte réelle de notre budget, est-ce que ça atteint 5 000 milliards? Est-ce que réellement, à travers les mécanismes de mobilisation de ressources publiques, impôts, douanes et tout ce que vous avez, est-ce que l'État, in fine, peut réussir à collecter 5 000 milliards? Donc si l'État ne collecte par exemple que 4 000 milliards, par exemple, il faut savoir qu'il y a déjà 3 000 milliards qui vont dans le service de la dette et les salaires. Alors est-ce que l'État peut aujourd'hui se permettre de relever l'indice salarial pour porter, n'est-ce pas, sa charge, cette charge-là à 2 000 milliards par exemple? Ce serait suicidaire pour l'État. Et donc il faut comprendre qu'il y a ces contraintes-là. Mais ce que je veux dire, pour les mesures qui ont été prises, il y a là-dedans, il y a deux catégories de mesures. J'ai vu, en regardant un peu, il y a des mesures essentiellement conjoncturelles, c'est-à-dire tout de suite les incitations fiscalo-douanières et autres, les allègements, les exonérations qui ont été préconisées. J'ai vu que ça permettait peut-être de maîtriser les coûts. Ça sont des mesures conjoncturelles. Et les subventions également qui ont été relevées, dont le taux a été relevé, ça également c'est important. Mais il faut dire que ce sont des mesures palliatives, c'est pour ça que je parle de mesures conjoncturelles. Ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des mesures structurelles, c'est-à-dire ce qui va nous permettre à long terme de pouvoir sortir, n'est-ce pas, de ce chemin-là, de ce chemin où finalement, dès qu'il y a un moindre choc conjoncturel sur le marché international... D'où la politique d'import-substitution. Par exemple, et là, j'ai apprécié certaines mesures. Je vais dire notamment du côté de la recherche scientifique, j'ai compris qu'ils avaient pris des mesures pour que les agriculteurs aient accès à de la bonne semence, à de la semence de qualité, qu'ils aient également accès aux engrais. Ça, c'est par contre, moi je salue ça, mais je leur demande d'aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. Je souhaiterais que, j'ai vu qu'on avait mis un montant de subvention pour donner l'accès aux engrais, mais je souhaiterais que le ministre ou alors le ministère de la Recherche scientifique avec le ministère de l'Industrie, je souhaiterais qu'ils pensent comment est-ce que nous, on peut produire des engrais sur place. Moi, je ne souhaite pas qu'on mette autant d'argent toujours pour importer. Non, moi, c'est pas ça. C'est pour ça que je parle de mesures structurelles, je souhaite qu'ils aillent plus loin. Certes, j'ai vu qu'on a mis près de 44 milliards pour permettre, n'est-ce pas, aux agriculteurs d'avoir accès aux engrais. Mais je souhaiterais qu'on mette 44 milliards, s'il le faut, x2. Pour produire les engrais sur place. Edmond Kouyaté, la note semble moins salée pour le cas du Cameroun. Si on fait une comparaison avec l'inflation mondiale généralisée des produits de brut, des matières énergétiques, etc., le Cameroun a réussi à amortir un tout petit peu le choc, non ? Alors, vous ne pouvez pas juger ça comme ça. Les pays ne sont pas placés à la même enseigne. Je veux dire par exemple que si vous prenez un pays comme le Ghana, où aujourd'hui le litre de carburant est à 13,5 cedi, soit sensiblement 938 francs CFA, mais il faut savoir qu'ils ont activé d'autres leviers pour pouvoir créer une pondération et éviter l'augmentation des coûts de facteurs de production. Donc vous ne pouvez pas prendre ça comme ça. Comparaison n'est pas raison. Oui, comparaison n'est pas raison. Okay. Et donc le Cameroun, par rapport à son potentiel, est-ce qu'il devrait avoir à subir, par exemple, ce genre de... Est-ce qu'on devrait être aujourd'hui en train de mettre 640 milliards pour subventionner le pétrole alors que nous en produisons? Non. Et donc, il faut comprendre que si la Sonara est en panne, vous le savez. La Sonara ne fonctionne pas encore sur plein régime. Avant même que d'être en panne, il produisait quoi? Il raffinait 25% du pétrole que nous consommions sur place, encore que c'était, n'est-ce pas, des produits semi-finis importés du Nigeria qu'il raffinait ici. Vous devez comprendre, si vous devez faire cette comparaison, vous devez bien comprendre que le Nigeria, par exemple, qui est également producteur de pétrole, peut-être pas à la petite proportion du Cameroun, mais ils sont à 260 francs le litre à la pompe. Ça, il faut aussi le comprendre comme ça. Donc, près de 200 millions d'habitants. Près de 200 millions d'habitants, ils sont à 260 francs le litre, mais tout simplement parce qu'ils raffinent leur propre pétrole. Merci beaucoup. Alors, rapidement, on nous fait des grands signes au niveau de la réalisation. Nous allons vous proposer ces deux reportages qui reviennent sur le décret du chef de l'État qui fixe le cadre réglementaire de la police municipale. La critique sur le travail de la police municipale est de plus en plus acerbe. Entre population et police municipale dans la ville de Douala, la température est très élevée, constatent certains habitants. On ne se comporte pas assez bien. Donc moi je condamne vraiment les agents de la police municipale. On sent qu'ils n'ont pas été bien formés
pour aider la population. En fixant les modalités d'exercice de la police municipale, le président de la République, dans un décret rendu public le 9 août 2022, organise un secteur où de plus en plus des bavures sont observées. Pour les élus locaux, des sanctions sont prévues contre les brebis galeuses. On a des sanctions ici. Il y a déjà depuis, parmi ceux qui ont été formés, il y a 2 qui ont déjà été renvoyés. Ils ont des corvées, au-delà des corvées, il y a des sanctions pécuniaires. De même, ce décret, dans son chapitre 2, article 9, fixe les bases d'une bonne collaboration entre la police municipale d'arrondissement et la police municipale de la communauté urbaine. L'alinéa 4 dit, nous citons, en cas de désaccord, le service de police municipale mis en place par la commune d'arrondissement exerce de plein droit les activités de police municipale. Nous allons nous atteler à ce que les populations, à partir de ce texte, puissent sentir qu'ils ont véritablement le développement, c'est-à-dire la décentralisation est véritablement lancée. Ce décret présidentiel, dans l'un de ses chapitres consacré aux dispositions transitoires et finales, article 33, alinéa 1, fait savoir que les communes dotées d'un service chargé de la police municipale disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date de sa publication pour se conformer au présent décret. Il ne suffit plus seulement d'être gros bras pour prétendre au rang d'agent de police municipale. Il faudra être également musclé dans la tête et maîtriser toutes les techniques de base en maintien de l'ordre. C'était des gens qui n'étaient pas formés. Maintenant, en collaboration avec les FMO, ils seront très bien formés. Et juste une formation de quelques semaines, n'est-ce pas, par les éléments de la police nationale qui vont le faire. Les apprendre certains rudimentaires, n'est-ce pas, du désordre urbain, comment est-ce que pallier à tout ça. Avec le cadre légal que vient de fixer le président de la République, la police municipale se voit assigner d'autres missions, en plus de celles qu'elle remplit déjà, à savoir la lutte contre le désordre et le retrait des malades mentaux errants de la rue. Par exemple, le transport de corps, l'élimination de corps, il y a aussi, n'est-ce pas, le ramassage ou du moins la confination, n'est-ce pas, des malades mentaux. La mise en œuvre de ces nouvelles missions nécessite d'importants moyens financiers que les communes disent ne pas en disposer assez. D'où le retour de la question du transfert effectif des ressources. Tout ça c'est bien, mais il faut, n'est-ce pas, que le transfert de compétences soit effectif. Tous ces certains ministères qui traînent encore le pas, n'est-ce pas, qu'ils nous transfèrent ça, qu'on ait plus de moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir recruter. Dans le cas contraire, ça va être la mise en application de ces décrets sera très difficile. En attendant, ces agents se réjouissent déjà du fait de voir leur statut amélioré. Passer d'Awara à policier municipal reconnu par la loi, une avancée dans le processus de décentralisation. Edmond Kyoté, qu'est-ce que ce décret du chef de l'État vous semble apporter de plus dans le processus de la décentralisation? Les experts parlent davantage d'une administration locale, d'une administration de proximité. Oui, il me semble que ça suscite quand même des espoirs, ou alors ça donne plus d'espoir, c'est-à-dire que si, au moins, ça peut être respecté, parce que très souvent, chez nous, les choses sont faites, mais au niveau de l'applicabilité, il y a toujours des problèmes. Mais je pense que ces décrets-là, qui normalisent un peu et qui réglementent un peu plus l'activité de la police municipale, n'est-ce pas, auprès de nos, comment vous les appelez, collectivités territoriales décentralisées, c'est bien, parce qu'avant, c'était quand même, il faut l'avouer, c'était un fourre-tout, c'est-à-dire on prenait n'importe qui à la moralité un peu douteuse, et puis on les envoyait en route, il fallait voir avec quelle violence ils agressaient parfois les automobilistes, avec quelle violence ils interpellaient ces automobilistes et avec quelle violence ils interpellaient les petits vendeurs, les petits commerçants de la rue. Je suis d'accord qu'on mette de l'ordre dans la rue, mais cela doit se faire avec un minimum de méthode. Et donc je pense qu'aujourd'hui, j'ai bien compris que désormais ils vont passer par une formation, et donc en subissant cette formation, je pense que ça va leur donner des outils pour pouvoir avoir un comportement acceptable et faire en sorte, effectivement, qu'il y ait une proximité avec l'administration. Auparavant, ils avaient un statut de temporaire dans les mairies. Aujourd'hui, ils vont être des fonctionnaires municipaux, à temps plein. Ouais. Cela induit des frais. Il faut pouvoir les payer et les maires attendent toujours
le transfert des fonds. Ça donne raison à ceux qui pensent que, justement, il y a une succession d'annonces normatives et de promesses sans réelle incidence sur le terrain. Alors, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une adéquation entre, justement, les annonces. Je vais dire que les annonces qui sont faites pour pouvoir normaliser un peu le cadre, n'est-ce pas, de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées et n'est-ce pas, les lois sur les transferts des moyens et de compétences, n'est-ce pas, au niveau de ces collectivités pour que, justement, ils aient la possibilité d'adopter leur politique et de fait qu'ils aient les moyens de leur politique. Parce que si aujourd'hui, ils doivent recruter et faire former à des frais qu'ils n'ont pas, vous voyez ça sera compliqué. Alors, ce sera tout pour cette édition, mais nous allons quand même faire un peu de sport, mais cette fois-là en accueillant l'Américain. C'est un basketteur Paris qui vient d'être naturalisé camerounais. Il arrive au lendemain de la naturalisation de Joel Embiid, le Camerounais qui a choisi la France pour évoluer désormais. Ça fait plaisir aux 237. De nationalité américaine, le basketteur Paris Lee fait le choix du Cameroun. Meilleur passeur de la Pro A française saison 2020-2021, le néo-lion indomptable a récemment obtenu son passeport camerounais. Un choix d'amour pour le joueur qui intervient alors que le Camerounais Joel Embiid, pivot de Philadelphie en NBA, a le 4 juillet dernier dit non au vert rouge et jaune au profit des bleus blancs et rouges. 1m83 pour 84 kg, l'actuel joueur du géant grec Panathinaïkos évolue au poste de meneur. Edmond Kouyaté, merci d'être venu sur notre plateau. Merci d'avoir accepté de commenter l'actualité de la semaine, notamment l'alourdissement de l'encours de la dette au Cameroun. Je rappelle, vous êtes économiste. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Plaisir également, chères mesdames, chers messieurs, d'être toujours des nôtres dimanche 9h. Le rendez-vous dominical qui revient sur les faits marquants de la semaine. N'oubliez pas le rendez-vous pour la rediffusion lundi 9h. Quant à moi, je vous retrouve à 13h sur le plateau du journal de la mi-journée en compagnie d'Henrique Djanatembe. Allez, à très bientôt.